Des pluies verglaçantes sont tombées en Moselle cette nuit, entraînant leur lot de complications. Un accident spectaculaire a notamment eu lieu ce matin sur la voie rapide entre Sarreguemines et Vousvillers. Les soldes d'hiver, c'est terminé. L'inflation aura-t-elle eu raison de cette opération? Nous avons rencontré les commerçants de Sarreguemines pour dresser le bilan. Une convention pour offrir l'égalité des chances dans le circuit éducatif rural a été signée entre le pays de Bitche et le territoire de Sarrebourg-Sud. Près de 5000 élèves mosellans sont concernés par ce dispositif. Vide depuis 2019, les anciens bâtiments de l'école d'Arren vont être transformés. La commune a pour projet d'y créer une maison d'assistantes maternelles et une association de jeunes. La remontée des eaux s'est amplifiée en Moselle depuis la fin de l'activité minière. L'association de défense de l'environnement et de lutte contre la pollution veut imposer ses propositions pour lutter contre ce phénomène. Et enfin, une belle histoire est née grâce à la magie d'Internet. Deux amis qui se sont perdus de vue après leur service militaire en Algérie se retrouvent 60 ans plus tard. Des retrouvailles pleines d'émotions qui se sont déroulées devant nos caméras. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, nous sommes lundi 30 janvier et comme tous les lundis, vous avez rendez-vous avec David pour plus de sport. Salut David, quel est le programme aujourd'hui? Salut Margot, les sports d'intérieur sont très actifs en ce moment, mais pas seulement. Aujourd'hui, on va parler tennis, badminton, course à pied, basket et foot, un programme varié. Ouais, il y a toujours beaucoup le week-end, merci, on voit ça tout à l'heure. Ce sera après la météo et on commence tout de suite ce journal avec les pluies verglaçantes qui sont tombées sur une partie de la Moselle cette nuit. Une surprise qui ne fait forcément pas plaisir pour commencer la semaine. Julie Malika et Victor Duflo sont allés rencontrer les passants ce matin. Regardez. J'étais même pas au courant qu'il y avait eu du verglas. Du coup, je suis sorti comme d'habitude. Il y avait l'épreuve du bac blanc là, ça a été reporté du coup. Et tant mieux. Hein. Ouais, je suis sorti de chez moi. Et heureusement qu'il y a des poteaux tous les 2 mètres parce que je marchais et j'ai commencé à glisser. J'ai fait un 360, je me suis rattrapé un poteau comme un stripteaser. Et voilà. C'est mal à marcher. Pour monter au lycée, c'est galère. Il y a trop de verglas là aujourd'hui. Pas du tout. J'étais même pas au courant qu'il y allait avoir du verglas et tout ça. J'étais pas au courant. Je suis sortie de chez moi, je suis tombée direct. J'étais pas au courant. En plus, ce matin, je suis tombée juste devant le pan. Genre, regardez la vidéo. Mal, en plus j'avais mon bac blanc, donc ça veut dire que le bac blanc il était annulé et tout, donc j'ai trop la haine, c'est tout. J'ai déjà vécu ça étant jeune, donc après ça c'est les habitudes, hein. On est habitué, donc voilà. Après si on veut pas glisser, il faut des chaussures à crampons. Hein. C'est un peu étonnant en sortant de chez soi, je suis un peu glissé, un petit peu. C'est un peu stressant, c'est tout, mais il y a plus grave. Hein. Moi j'ai été surprise ce matin par le verglas, donc ma fille m'a prévenu que mon petit-fils est déjà tombé, donc je me suis dit qu'elle ne s'inquiète pas puisque moi je sortais un petit peu plus tard. Et j'ai mis mes chaussures à crampons et j'ai fait doucement, j'ai vraiment bien regardé où je mettais les pieds et je suis arrivée sans encombre en ville. Voilà, donc avec un peu de précaution, rien d'insurmontable. Néanmoins, avant le salage des routes, c'était une autre histoire pour les automobilistes qui ont dû redoubler de prudence. Malgré tout, plusieurs accidents se sont produits sur l'A4 à hauteur de Herbitsheim, sur la voie rapide entre Forbach et Sarreguemines ou encore entre la Cité Faïencière et Vousvillers, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et puis la fin des soldes d'hiver a sonné. Dans ce contexte d'inflation au cœur des préoccupations, l'opération a-t-elle eu le succès espéré? Émilie Hazel a récolté les témoignages de quelques commerçants de Sarreguemines. C'est quoi le bilan de ces soldes? Alors, les 10 premiers jours ont été très forts. Mais ça s'est vraiment atténué depuis mi-janvier, voilà, où c'est devenu plus calme. Hein. Il y a beaucoup moins de flux. Voilà, j'espère finir sur le N-1, donc c'est-à-dire sur les résultats de l'année dernière au moins. On a un bilan de solde très positif comme en général chez Taco Fashion. Nous avons malgré des remises tout au long de l'année, on a une clientèle ferme de solde qui attendent effectivement les promos, les petits prix. Pour nous, en tout cas, il est plutôt positif, même si maintenant ça commence à s'essouffler. On sait très bien que c'est les 2 premières semaines qui marchent assez fort et qu'après, ça s'estompe parce que déjà, il y a moins de choix, il y a moins de taille. Donc voilà, la cliente trouve moins facilement son bonheur. Les soldes sont juste après les fêtes. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Alors moi je pense que non. Ça serait bien qu'on s'aligne comme tout le reste de la France, 10 jours après les fêtes, que les clients aient vraiment le temps de se remettre déjà des fêtes, de récupérer et de voir un peu leurs besoins et leurs utilités tout de suite après. C'est pas gênant en soi. Des fois, ce qui est plus compliqué, c'est que les clients ne soient pas au courant, en fait, par rapport aux médias nationaux. Moi, je suis pour qu'on soit, par rapport à toute la France, aux mêmes dates. Là, c'est toujours la préfecture qui décide ça, mais bon, moi, je dis que c'est pas une bonne chose. Après... Oui, je pense que oui, c'est utile, quoi. Nous, on a peut-être le désavantage de commencer les soldes beaucoup plus tôt. On peut peut-être se laisser un petit laps de temps supplémentaire et commencer les ventes privées début janvier. Puis les soldes, comme le national, ça aurait été peut-être plus judicieux. Mais bon, après, voilà, on fait avec. Et les conventions des territoires éducatifs ruraux du Pays de Bitche et de Sarrebourg-Sud ont été signées au collège des Deux-Sarres à Lorquin. L'objectif, offrir les mêmes chances de réussite pour chaque enfant, peu importe son origine sociale et son lieu de résidence. C'est un reportage d'Emma Facchetti. Ça y est, c'est officiel. Les conventions des territoires éducatifs ruraux sont signées. Les territoires de Sarrebourg-Sud et du Pays de Bitche, leurs 6 collèges et 56 écoles rattachées, travailleront en réseau pour concrétiser certains projets, comme au collège des Deux-Sarres à Lorquin. Les projets sont principalement déjà axés sur le premier degré, c'est-à-dire vraiment faire la découverte des sciences et je dirais tout le développement durable avec les élèves qui sont dans le primaire. Et puis il y a donc le développement des technologies par rapport aux web radios, voire aux web télévisions, qui sont en train aussi de se développer au niveau de nos 3 collèges. En renforçant l'accompagnement des élèves dans les territoires en situation d'isolement, le dispositif a pour ambition de garantir la réussite scolaire dès le plus jeune âge. Je pense par exemple au concours d'éloquence en réseau entre collégiens, à travers des approches d'ailleurs un peu diverses dans le cadre du concours, qui non seulement permettent aux élèves de gagner sur le plan de l'éloquence, mais de gagner en confiance. Et gagner en confiance, c'est un vecteur de motivation supplémentaire et du coup un vecteur de réussite indéniable. Des aides pédagogiques sont donc assurées par l'Éducation nationale. Des aides matérielles sont aussi mises à disposition par le département. Le département apporte une contribution financière dans la capacité d'aller vers les lieux culturels, nous assumons le transport. Et puis c'est des moyens numériques, puisqu'on a doté chaque collège d'une imprimante numérique qui leur sert dans l'impression 3D. Au total, près de 5000 élèves mosellans sont concernés par ce dispositif. Et les bâtiments de l'école d'Arren vont être réhabilités. Il y a plusieurs mois, la commune avait vendu un des 3 bâtiments à un particulier. Les écoliers, eux, avaient déménagé dans de nouveaux locaux. Les 2 bâtiments restants devraient accueillir une maison d'assistantes maternelles et une association de jeunes. C'est un reportage d'Émilie Hazel et Catherine Henrich. Depuis 2019, ils sont vides. Ces 3 bâtiments accueillaient auparavant les élèves de maternelle et de primaire d'Arren. Un nouveau groupe scolaire avait été construit pour répondre aux normes de sécurité, de qualité de l'air et d'isolation. La mairie a récemment pris la décision de les réhabiliter. L'un des bâtiments a été vendu à un particulier, un autre sera transformé en MAM et le dernier sera utilisé par une association. Le projet de création d'une maison d'assistante maternelle a été lancé par la commune. Le budget est estimé à 250 000 € et la mairie espère une subvention de l'État à hauteur de 80%. Il y a une association qui a déjà été créée avec 3 assistantes maternelles. Donc association qui est active déjà, qui a déjà fait une petite manifestation pour rentrer quelques sous, qui n'attend qu'une chose, c'est la fin des travaux. Nous, de notre côté, l'architecte il est retenu. Nous attendons la validation de la demande de subvention de l'État pour lancer l'appel d'offres et démarrer les travaux. L'association de jeunes, le CLED, va s'installer dans le bâtiment en face de la future MAM. Le CLED, c'est avant tout une association pour les jeunes. Donc des jeunes allant de 16 à 20 ans qui a pour but de divertir un peu, de faire sortir les jeunes de leur maison en faisant par exemple des jeux de cartes l'après-midi ou des jeux de société ou juste en venant passer un moment entre jeunes du village, regrouper un peu les jeunes avec les moins jeunes.
L'association était auparavant établie dans l'ancienne cantine de l'école, devenue trop petite et trop humide. Elle a souhaité changer de locaux. Elle a rénové 2 pièces, l'une pour en faire un foyer et l'autre une salle télé. L'association du CLED entrera officiellement dans ses locaux à la mi-février et les travaux de la future maison d'assistante maternelle devraient débuter au courant de l'année 2023. Et puis des chantiers conséquents vont débuter également pour la requalification du centre-ville de Bitche. Si vous souhaitez en savoir plus, notez qu'une réunion d'information aura lieu à l'espace Cassin jeudi 2 février à 19h30. Et puis sans transition, il y a 20 ans que l'extraction du charbon a cessé en Moselle, mais depuis, les nappes phréatiques remontent dans tout l'ancien bassin houiller. Un phénomène qui inquiète les habitants de Forbach, Petite-Rosselle ou encore Frémin-Merlebach. Depuis plusieurs années, une association de protection de l'environnement veut imposer ses propositions pour lutter contre ce phénomène. Ses membres jugent les mesures de l'État insuffisantes. Maxime Lefebvre les a rencontrés. Depuis près de 20 ans, la question de la remontée des eaux liée à l'arrêt de l'exploitation des mines pose question. Pour comprendre le phénomène, il faut descendre en profondeur. Pendant l'exploitation minière, l'eau s'infiltrait dans les galeries. Pour qu'on puisse extraire le charbon, l'eau était pompée et rejetée dans le milieu extérieur. On appelle ça les eaux d'exor. En 2004, le dernier but de mine ferme. Et en 2006, on arrête le pompage des eaux d'exor. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau de la nappe remplit le vide minier et l'eau monte. Alors comme tous les puits de mine sont pratiquement au même niveau, l'effet base communicant fait qu'on se trouve pratiquement au même niveau. Et en ce moment, la cote des eaux minières est de l'ordre de 150 mètres. Il devient donc urgent de limiter la remontée de la nappe phréatique. Pour cela, 2 projets s'opposent. D'un côté, celui de l'État qui prévoit de laisser l'eau monter jusqu'à la cote de 193 mètres au-dessus du nivellement général de la France. Dans le même temps, la mesure prévoit de prélever dans la nappe phréatique pour maintenir l'eau à un niveau de 3 mètres sous les habitations. Ce qui est aussi assez problématique puisque Petite-Rosselle, le niveau le plus bas de Petite-Rosselle est à environ 189 mètres. Donc finalement, si on laisse monter jusqu'à la cote 193, eh bien, certaines rues de Petite-Rosselle risquent d'être inondées. Depuis 2010, 2 associations de protection de l'environnement, porte-parole de riverains du secteur, étudient le sujet. L'ADEPRA de Petite-Rosselle et l'ADELP de Saint-Avold, ensemble, formulent une contre-proposition. Nous, on souhaite, comme le font les Allemands, bloquer les eaux de mine à la cote actuelle qui est environ de 150 mètres. Et ne pas laisser monter jusqu'à la cote 193. Donc limiter cette montée à 150, tout simplement par pompage des eaux minières. Il existe actuellement 2 stations de pompage avec traitement des eaux à Vouters et Simon V. Et dans le secteur ouest, il y a une autre, c'est à Creuswald, c'est la Houve. En Allemagne, les eaux de mine sont maintenues à 320 mètres en dessous du seuil NGF, mais prendre cette décision en France coûterait très cher. Les Allemands nous disent que 1 mètre cube d'eau de mine pompée revient à 1 euro. Donc 18 millions de mètres cubes pompés par an, donc 18 millions d'euros. C'est le coût. Les 2 associations ont présenté leur projet devant la communauté d'agglomération de Forbach et devant le préfet du département, entre autres. Donc on a été reçus conjointement par le BRGM de Frémin-Merlebach, par la DREAL de Metz et aussi par Géodéris. Et nous avons présenté notre projet. Il y a une confrontation. Nous n'avons pas forcément été écoutés, mais disons que nous avons bien su mettre en évidence notre façon de voir les choses. Entre Saint-Avold et Petite-Rosselle, près de 17 000 habitations sont menacées par la remontée des eaux. Allez, on passe maintenant à une histoire touchante qui s'est déroulée à Sarreguemines il y a quelques semaines. Après avoir effectué leur service militaire ensemble en Algérie dans les années 60, Joseph Gelin et Marcel Blandel se sont perdus de vue plus d'un demi-siècle plus tard et après quelques recherches internet, les 2 compères se retrouvent enfin. Ils se sont donné rendez-vous dans la cité faïencière et Morane Grancola a assisté au grand moment. Regardez. Cette photo a été prise il y a plus de 60 ans.
Joseph Glin au milieu et Marcel Bandel à droite. 2 amis qui se sont rencontrés lors de leur service militaire en Algérie et qui se sont perdus de vue en rentrant au pays. Malheureusement à l'époque, aucun des 2 compères ne pense à prendre les coordonnées de l'autre. Depuis cet instant, Joseph n'a cessé de chercher son ami Marcel par tous les moyens possibles. À l'époque, pas de réseaux sociaux, mais 61 ans plus tard, à l'ère de l'Internet et du numérique, un miracle s'est produit. C'est ma petite fille, je lui dis qu'est-ce que c'est cet engin de Facebook, hein, qu'est-ce que je cherche mon copain depuis X temps. En tapant son nom, je trouve 4 Marcel Bandel. Lequel? Et est-ce que tu peux m'envoyer un message vers celui-là que je crois que c'est lui? Et c'est là qu'elle pianote. Et puis, 3 jours après, qu'est-ce que je vois sur mon écran? Oui, Joseph, c'est moi, formidable, on va se retrouver, etc. Tout ça. Et aujourd'hui, c'est le jour de mes retrouvailles. Je l'attends pour l'instant là, puisqu'on a rendez-vous. Enfin, je suis en avance, bien sûr, puisque j'ai le cœur qui palpite. Et je l'attends, voilà. Improbable et pourtant, plus d'un demi-siècle plus tard, les 2 amis vont enfin se retrouver. Marcel Bandel arrive et l'émotion est à son paroxysme. On était longtemps partis et puis c'était presque oublié. Eh ben, c'est vraiment sympathique et puis c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent à tout le monde et je leur remercie encore. Durant toutes ces années, les 2 amis ne se sont jamais oubliés. Les photos du temps passé sous l'uniforme ont été précieusement conservées pour le jour des retrouvailles. C'est émouvant, c'est une scène émouvante parce que on retrouve tous ces images, en Allemagne, surtout en Algérie où on en a sué. Hein, pour pas dire un autre mot, hein, voilà. Et puis là, c'est émouvant, merci, je sais pas, là. Voilà. Joseph en perd ses mots. Il est désormais temps pour les 2 compagnons de rattraper le temps perdu. Voilà une belle histoire et qui donne le sourire. On va regarder maintenant les prévisions météo pour demain et on se retrouve pour notre émission Plus de sport. À tout de suite. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la surprise du jour, ce n'était pas la neige, mais le verglas. La plus grande prudence était de mise sur les routes et encore plus sur les trottoirs. Je pense qu'on a été nombreux à glisser, voire même à tomber. Alors voici quelques conseils pour éviter les accidents à pied. La première chose à faire, c'est de sortir avec des chaussures adaptées. De préférence une semelle en caoutchouc et pas lisse. Si vous n'en avez pas, l'astuce de grand-mère, c'est d'enfiler une paire de chaussettes par-dessus vos chaussures. Si vous le pouvez, évitez au maximum les escaliers et empruntez le chemin qui vous semble le plus dégagé. Évitez également de vous déséquilibrer avec un sac à dos ou des sachets de course et vous pouvez aussi prendre des bâtons de marche pour vous aider à vous stabiliser. Et enfin, si vous n'êtes pas obligé de sortir, le mieux, c'est de rester au chaud. Mais rassurez-vous, pour demain, plus de surprises de ce genre puisque les températures vont remonter. Les minimales resteront au-dessus des 0 degrés et les maximales iront de 4 à 6 degrés. Le ciel restera gris et très encombré et des précipitations sont prévues en deuxième partie de journée. Demain, nous fêtons les Marcel et il fera jour de 8h07 à 17h29. Mais surtout, faites attention à vous et ne prenez pas de risques inutiles. Passez tous encore une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication? Mosaïque Cristal, c'est des publicités sur mesure, un ancrage fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 180 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 31 52 58 00. Ne manquez pas cette semaine le nouveau numéro du Cadre. L'artiste que je reçois a seulement 12 ans et elle chante déjà comme les plus grands. Son nom, c'est Carmen Tafo. And I miss your ginger and the way you like
cette émission en intégralité, rendez-vous mardi sur Mosaïque Cristal. De retour avec nous, c'est l'heure de Plus de Sport présenté par David Orès. C'était sans doute le match du titre. Dimanche matin, sur les cours de la Blise, s'affrontaient les deux équipes invaincues du championnat de Régional 1 Lorraine, Sarreguemines et Villers-Nancy. À l'issue de duels serrés, les joueurs de tennis sarregueminois se sont imposés. Le résumé des rencontres dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Jeu 7 et match, AS Sarreguemines Tennis. Comme prévu pour connaître l'issue de cette rencontre entre Sarreguemines et Villers, il fallait attendre la fin du match de double. Un ultime affrontement doublement important puisqu'il permet aux vainqueurs de marquer 2 points contre 1 seulement pour les matchs en simple. Et hier matin, sur les cours de la Blise, les 3 premières rencontres en simple n'avaient pas permis de déterminer quelle serait l'équipe gagnante. Hugo Schott avait ouvert les hostilités en battant Oscar Perrin, un joueur moins bien classé que lui, sur un score sans appel, 6-0, 6-2. Quentin Marchal éprouvait davantage de difficultés pour vaincre Antoine Claudel, mais il s'imposait quand même de 7-1, 6-4, 6-1. Le troisième simple permettait à Villers d'inscrire son premier point, Damien Boulangeau battant le Sarregueminois Julien Kaufmann, 6-1, 6-2. Le double allait donc s'avérer déterminant. Côté sarregueminois, Hugo Schott était associé à Quentin Marchal. De l'autre côté du filet se trouvaient Oscar Perrin et Antoine Claudel. Le premier set n'était qu'une formalité pour les sarregueminois qui l'emportaient 6 points à 1. Le deuxième set était plus disputé, mais les faïenciers, calmes et appliqués, le remportaient assez confortablement, 6 points à 3. Pendant le double, on a fait une belle partie. On est resté rigoureux tout au long du jeu. Et il faut dire qu'on était un peu en réussite. Donc c'est très bien pour nous. Cette victoire contre Villers permet aux tennismen sarregueminois de s'envoler au championnat. Avec 4 victoires en autant de journées, ils sont quasiment certains de remporter le titre de champion de Régional 1 Lorraine, ce qui n'était pas du tout l'objectif initial. On jouait le maintien, c'est vrai que toutes les équipes n'ont pas aligné les compositions, les grosses têtes d'affiche, donc c'est mieux au fur et à mesure. La prochaine rencontre ne devrait être qu'une formalité pour les joueurs de tennis sarregueminois, puisqu'ils affronteront à domicile Rétonfeilly, qui occupe actuellement la dernière place du classement. Cette rencontre est prévue dimanche prochain. Sarreguemines obtiendra le titre. Hier, c'était aussi la 4e journée en Régional 2. Wousvillers recevait Cattenom et s'est imposé 5-0. Ils sont actuellement avant-dernier de leur poule. Et en Régional 4, Sarralp s'est aussi imposé à domicile face à l'équipe 3 de Forbach 3-2. Un résultat qui leur permet de se hisser à la 3e place de leur groupe. Dernière journée des championnats hiver prévue ce week-end. Mais ce week-end, c'est aussi la finale de l'Open hiver de Sarreguemines. Rendez-vous samedi à 14h pour la finale dames et à 15h pour la finale messieurs. Cette année, le tournoi sarregueminois enregistre un record d'inscription avec plus de 180 joueurs et joueuses, Hugo Schott étant la tête d'affiche. Merci David pour l'info. On va garder les raquettes et le filet bien sûr puisqu'on passe au badminton. Oui, ce week-end c'était la 6e journée de championnat pour le Sarreguemines Badminton Club en National 3. Un 6e rendez-vous synonyme de match retour. Samedi, les faïenciers ont affronté Gondreville à l'extérieur en Meurthe-et-Moselle. À l'aller, les Sarregueminois s'étaient inclinés 5-3 à domicile. Un match qui n'était donc pas gagné d'avance et qui s'est terminé par un nul. 4 partout. La rencontre a débuté avec la défaite du double homme suivie de la victoire du double dame avec Alicia Cheuser et Elodie Sprick. Le SBC prend 2 autres points avec le simple dame de Romane Leclerc et le simple homme de Théodore Eisele, 3-1. Après une défaite du second simple homme, c'est Alicia Cheuser qui remporte son simple dame 4-2. Les faïenciers finissent par s'incliner sur les 2 doubles mixtes 4-4. Cette égalité est encourageante pour le club qui met donc fin à une série de 3 défaites. Le SBC est avant-dernier de son groupe et toujours relégable. On écoute l'interview de Stéphane Malik, capitaine de l'équipe. L'objectif c'était clairement de gagner 5-3 au minimum, de les battre. Gondreville, ça reste une équipe qui est un promu, donc qui vient juste de monter. L'objectif c'était de les battre, de leur passer devant. Que retenez-vous de cette rencontre ? C'était une très bonne rencontre. Il y a eu beaucoup d'engagement de la part de tous les joueurs. C'était très compliqué à se lancer, des matchs très accrochés, un double dame qui passe vraiment bien, mais vraiment très difficile. Et le double homme qui rentre
rentre dans la poche des autres. À partir de là, on est parti sur 3-1 pour nous. Et ça s'est joué serré jusqu'au bout. On était en train de mener 4-2 et on se fait remonter 4-4 pour finir en match nul. Le maintien est-il encore possible ? Eh bien oui, tout est possible. Le maintien est encore possible. Il reste encore 4 rencontres à jouer. On a des adversaires qui sont largement à notre portée. Il va falloir tout faire pour pouvoir réussir à finir 4e de cette poule et éviter une descente en régional. Et un grand merci à Christophe Leclerc pour ces images. Le prochain match est prévu le samedi 11 février à domicile face à Nancy-Villers, qui est actuellement dernier du groupe. Les Sarregueminois ont donc tout intérêt à les garder derrière eux au classement. Ouais, c'était une année difficile pour le club. Pour d'autres, ça se passe par contre beaucoup mieux, David. Oui, Margot, retour sur la performance de Jan Schrub qui a démarré l'année sur les chapeaux de roue. Il y a 10 jours, il participait au Cross Danut en Belgique et une fois de plus, il a réussi à s'imposer en remportant la course. Pourtant, ce n'était pas gagné. Face à lui, des coureurs internationaux comme le Belge Isaac Kimeli qui avait terminé 3e de l'Euro de cross de Turin l'année dernière. Jan Schrub était 7e. C'est donc une performance remarquable et remarquée. La semaine dernière, notre champion local est venu à Beach pour enregistrer une émission diffusée le mois prochain. On en a profité pour lui poser quelques questions. Dans un premier temps, retour sur le Cross Danut. Écoutez. C'est une énorme performance dans le sens où c'est un cross qui compte pour la qualification pour les mondiaux, donc qui auront lieu sur 10 000 mètres à Budapest au mois d'août. Et c'est vrai qu'il y avait du gros monde au départ. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait les deux Kenyans qui étaient très 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 forts ont pris un très mauvais départ. Et avec le Belge Kimeli qui a fait 3e aux Europes de cross à Turin, on s'est un petit peu chargé dès le début pour pas que les Kenyans reviennent justement. Et donc le profil de la course nous a très bien convenu puisqu'on a fait un mano à mano finalement à 2 entre Européens et il s'avère que voilà, j'ai pris l'ascendant sur lui. Ça marque beaucoup de points pour espérer aller aux mondiaux, donc je suis très content. Vous l'avez entendu, l'objectif c'est le 10 000 mètres des mondiaux de Budapest prévu fin août. Pour Jan Schrub, c'est un peu le match retour après avoir décroché la médaille de bronze l'année dernière à Munich. Pour être sélectionné et performer, le champion se prépare. Il a démarré l'année en s'entraînant au Portugal où il a profité du soleil pendant 12 jours. Il a également changé la fréquence de ses entraînements, 2 par jour contre un seul auparavant, souvent un petit footing le matin et un gros entraînement le soir. Il est donc passé de 6 à 10 voire 11 séances par semaine avec un jour de récupération. Oui, et l'an dernier, on se souvient, il avait annoncé mettre en pause sa carrière à l'école de médecine. Il se consacre du coup 100% à la course à pied ? Alors, pas tout à fait. Il n'est plus actif en internat, il lui reste une année à faire et a prévu de reprendre ses études dans 2 ans. Malgré cela, il continue quand même de pratiquer de manière ponctuelle sous forme de demi-journée dans les cabinets d'autres médecins. C'est un moyen pour lui de garder la main, mais surtout de se vider la tête. On l'écoute. L'athlétisme, en fait, ça use énormément d'énergie mentale parce qu'on pense aux objectifs, on lâche pas mal de plumes justement de stress à cause du stress. Et c'est vrai que là, c'est bien de mettre en fait des demi-journées de médecine pour penser à autre chose, pour garder justement cette fraîcheur mentale quand on arrive sur les courses, surtout quand on les enchaîne. Dans quel état d'esprit es-tu aujourd'hui ? Alors là, je suis dans un état d'esprit, dans un très bon état d'esprit, parce que derrière moi, j'ai quand même des objectifs qui ont été vraiment largement remplis l'année dernière, donc je pars avec le plein de confiance, mais le problème c'est qu'en sport c'est toujours pareil, c'est qu'il y a des bons moods et ça peut redescendre très vite, donc il faut faire très très attention aux descentes parce que voilà, on le sait très bien, dans le foot c'est pareil, on peut redescendre très bas, il faut s'y préparer, mais en tout cas pour le moment tout va bien et je vais essayer de rester le plus possible en haut quoi. Et on lui souhaite bien sûr de réussir. Pour se qualifier aux mondiaux de Budapest, Jan Schrub avait plusieurs options. Il a choisi de participer à 3 crosses en réalisant le meilleur score possible. Cela lui permet d'être ranké, donc classé avec un certain nombre de points. Ce sont les 8 meilleurs mondiaux qui participeront aux 10 000 mètres de Budapest. Cette victoire en Belgique lui est donc très favorable. Super. Et donc quels sont les 2 autres crosses ? Le prochain, c'est ce week-end, le 5 février à Calzadia en Espagne. 3 semaines plus tard, ce sera le 26 février à Albufeira au Portugal. Entre les deux, Jan Schrub participera au meeting international Athlélor à Metz, une compétition qui lui tient à cœur. Ce sera le 11 février et il courra le 3000 mètres. Ça, c'est pour les prochaines épreuves. Et qu'en est-il de l'objectif des JO ? C'est le même principe que les mondiaux en fait. Pour se qualifier aux JO, Jan Schrub réalisera des crosses l'année prochaine en espérant rejoindre les 8 meilleurs mondiaux. S'il n'y parvient pas, il pourra encore obtenir une place en fonction de ses chronos et points obtenus lors des courses. À ce moment-là, c'est le ranking, le classement global qui déterminera s'il est qualifié ou non, sachant qu'il y a 27 places. Et pour finir, sachez que vous retrouverez également Jan Schrub avec Morane dans l'émission Moment Canapé. La diffusion est prévue le mois prochain.
Oui, un peu d'autopromo, comme ça fait pas de mal. David, on continue avec un autre sportif de haut niveau. Oui, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé de lui. En voici l'occasion. Depuis le 1er janvier, Michel Munch est officiellement reconnu comme sportif de haut niveau auprès du ministère des Sports. Il est donc inscrit sur liste ministérielle dans la fédération handisport. Une inscription pour l'instant effective du 1er janvier au 31 décembre. Si auparavant Michel Munch était considéré comme un sportif de niveau national, maintenant il rejoint la cour des grands. Oui, et au-delà de cette reconnaissance, qu'est-ce que ça change pour lui en tant que sportif ? Déjà, cela lui permettra de partir en stage avec les collectifs nationaux, donc l'équipe de France, et de participer avec eux aux meetings internationaux. Ça change aussi beaucoup de choses sur le plan matériel. Participer à des compétitions, ça coûte de l'argent. Une partie des frais sera dorénavant prise en charge par la fédération grâce aux aides attribuées par le ministère. Avant, tout était à sa charge. Le champion sarregueminois gagne aussi en crédibilité. Être sur liste ministérielle est un critère prépondérant pour obtenir le soutien de grands sponsors. Et puis, sans doute l'un des points les plus importants pour Michel Munch, cela va lui ouvrir des portes pour s'entraîner avec son guide Mathieu Leroux qui vit en région parisienne. Je rappelle que Michel Munch court en catégorie non-voyant, un guide à qui il doit beaucoup, avec lequel il a réalisé de très bonnes performances en 2022. La plus remarquable est celle réalisée au meeting international de Paris en juin au stade Charletti, 16 minutes 47 secondes aux 5000 mètres, meilleure performance européenne et record de France battu de 49 secondes, un score qui permet aux sarregueminois de rejoindre le top 10 mondial et sans nul doute de se retrouver aujourd'hui sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau. Cette année, Michel Munch a une compétition dans le collimateur. Ce sont les championnats du monde handisport prévus en juillet à Paris. Pour lui, je le cite, c'est que du bonheur. Voilà, un athlète inspirant qu'on connaît bien. On espère qu'il pourra renouveler avec succès cette année. On poursuit avec le basket maintenant. Oui, nouvelle victoire des Diables Rouges hier après-midi. Les basketteurs du Pays de Bitche ont une nouvelle fois pris le dessus sur Schiltigheim en championnat. Accroché par l'équipe alsacienne pendant une bonne partie du match, le BCPB a pris le dessus physiquement pour finalement s'imposer 63-52. Guillaume Dumonteil était sur place. Regardez. Fin du match et panier facile en contre-attaque. Voilà de quoi parachever le succès du BCPB. À la fin de la rencontre, les basketteurs bitchois en rouge étaient quasiment les seuls à marquer des paniers. Accrocheurs pendant longtemps, les joueurs de Schiltigheim finissaient par baisser pavillon, laissant l'écart se creuser, ce qui a permis aux Mosellans de l'emporter avec une avance assez confortable de 11 longueurs. À mon avis, la différence, vue de l'extérieur, vue des yeux du coach, c'est le physique qui a fait la différence. C'est-à-dire c'est une équipe avec des anciens joueurs qui ont joué à haut niveau. Donc on voit très bien qu'ils savent jouer au basket, ils savent tripoter la balle, ils savent shooter. Par contre, physiquement, ils n'étaient pas au top et c'est ce qui a fait la différence. Cette 12e rencontre de championnat, la première de la phase retour, ne fut pas une partie de plaisir pour les joueurs du basket club du Pays de Bitche. Devant l'issue du premier quart-temps, 16 points à 13, les Diables Rouges se sont fait rejoindre, puis dépassés par leurs adversaires de Schiltigheim qui faisaient la course en tête à la mi-temps, 31-29. La deuxième mi-temps était plus hachée, plus disputée. Les Bitchois se montraient davantage agressifs en défense, mais leurs adversaires leur rendaient coup pour coup. 43-40 pour les Rouges à la fin du troisième quart. Rude bataille encore dans le quatrième avec des joueurs de Schiltigheim qui revenaient à un tout petit point seulement avant de s'incliner devant la supériorité physique du BCPB. La victoire des Mosellans est d'autant plus méritée qu'il leur manquait un joueur important, absent pour raison médicale. Ça prouve une fois de plus que même si on a un élément ou deux éléments qui manquent dans l'équipe, ça reste une équipe cohérente et une équipe qui est soudée quand elle joue. Avec cette victoire, le BCPB se trouve 4e de sa poule en championnat. C'est un très bon résultat pour une équipe qui vient juste d'accéder en départemental 2. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre. On avait un petit peu l'angoisse de rencontrer des équipes qui étaient largement plus fortes que nous. En fin de compte, on se retrouve avec 7 victoires et 5 défaites. Donc on a un bonus de 2 victoires. De quoi aborder les rencontres suivantes avec sérénité. Le week-end prochain, les joueurs du BCPB se rendront à Atmat, une équipe classée juste au-dessus d'eux au classement. Sarreguemines a également joué ce week-end et s'est incliné face à la réserve de Thionville, 73-64. C'était le premier match de la phase 2 en pré-régional. Défaite également pour l'équipe féminine de Hambar face à la 2 de Scheffersheim, 72-63. Merci David, c'était les résultats donc, du basket. On continue maintenant avec un nouveau rendez-vous sportif d'un autre genre.
Oui, on en parle aujourd'hui, mais on reviendra dessus d'ici quelques mois. L'événement Moselle Sport Nature revient pour une nouvelle édition le 2 juillet à Großbiedersdorf. De quoi s'agit-il? C'est une manifestation gratuite et ouverte à tous qui permet de découvrir différentes disciplines sportives. Elle se déroule autour des installations du club de canoë-kayak. Großbiedersdorf accueille Moselle Sport Nature depuis 2015 en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif. L'année dernière, l'événement présentait 8 disciplines et a réuni 350 visiteurs. Cette année, la manifestation est plus ambitieuse avec une épreuve sportive, un challenge mêlant plusieurs disciplines comme la course à pied et le canoë-kayak, la mise en place d'un village des sports avec des ateliers et défis à relever et un village gourmand pour se restaurer avec des produits locaux. Le public visé est principalement les familles et les personnes ne pratiquant pas d'activité physique. La manifestation est également ouverte aux personnes en situation de handicap. Eh bien, l'info est passée. Merci David. On termine avec un sport. Les gens doivent se dire, mais ils n'en ont pas parlé, c'est une honte. Non, on va en parler. On parle du foot maintenant. Oui, Margot, on termine avec le foot. Le SFC s'est à nouveau fait remarquer la semaine dernière en remportant un match amical face à Hamburo, 3-0. C'était mercredi. Hamburo qui évolue en Régional 2, une division en dessous de Sarreguemines. Victoire également hier, 6-2 face à l'AS Menora Strasbourg qui évolue également en R2. C'est donc la 4e victoire consécutive durant cette période de préparation hivernale avant la reprise prévue ce week-end. Justement, c'est l'occasion pour nous de voir l'état du classement en Régional 1 Poule B. Le SFC est 6e de sa poule avec 17 points et un match en retard. En tête du groupe, on retrouve Thionville-Lusitanos avec 27 points, suivi de Villerutil avec 20 points et Forbach qui totalise 19 points. Villeruy et Forbach ont tous deux un match en moins. En bas du classement, Reipertswiller est 9e avec 14 points et un match en retard. Et Sarrebourg est avant-dernier avec 12 points. Oui, et tu l'as dit, donc la reprise est prévue pour ce week-end. Qu'est-ce qui attend le SFC ? Samedi, les faïenciers se déplaceront pour affronter Thionville-Lusitanos, le leader du groupe. Un match qui s'annonce difficile, de quoi remettre tout de suite le pied à l'étrier. Une reprise pour le SFC, mais aussi pour Mosaïque Cristal. Pour cette deuxième partie de saison, nous continuerons à retransmettre les matchs des Sarregueminois en direct. Soyez au rendez-vous. Et si vous avez regardé attentivement le classement tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué que le SFC totalise 11 matchs au compteur. Sur ces 11 rencontres, il y a 5 victoires, 2 nuls et 4 défaites, mais aussi 22 buts inscrits et 15 encaissés, soit une moyenne de 2 buts par match. Alors pourquoi je vous parle des buts? Parce qu'aujourd'hui, au lieu d'aller à la rencontre d'un nouveau club de sport, je vous propose de revoir une compilation de tous les buts du SFC en première partie de saison. Un petit clin d'œil avant la reprise. Regardez. Voilà, première action, c'est Thierry Asli, ballon retrait, magnifique action et premier but, très vite l'ouverture du score par Enes Saïn. Et là, il a résisté, Enes Saïn, il a résisté avec sa puissance et il a réussi à donner un ballon à son collègue de jeu. Regardez, très peu d'élan, il a regardé la lunette et c'est là-bas qu'elle va aller, une frappe chirurgicale. Et là on voit, là ça par contre c'était un très gros travail de Thomas Fernandez qui donne ce ballon là dans l'axe, un ballon piqué. Et là, regardez Thierry Asli, regardez ce ballon et on voit le défenseur qui défend en reculant et à partir de ce moment-là, c'est à contre son camp. Et on va voir encore là un beau schéma avec Adama Mbaye, fixe, il donne un très bon ballon et là-bas on a vu ce magnifique centre qui est donné par Mathias Quenet. On a vraiment vu des bonnes choses. Là, on voit un très bon ballon donné par... et là, regardez-moi cette patte. Regardez cette inspiration divine de Thierry Asli, le petit prince de la Blise, qui va venir récompenser Sarreguemines. C'est 3-0. Maintenant, regardez ça. Souvent, on parle de cette patte magique d'Enes Saïn. Là, il y a le ralenti. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Enes Saïn, elle va chercher le petit filet. C'est vous dire la précision, la frappe chirurgicale de ce garçon. Et là, encore une fois, Thierry Asli, on va encore voir Enes Saïd se mettre en évidence avec un ballon donné là-bas pour Boutargui. Boutargui qui va se présenter là et qui va frapper. Et là, franchement, il a été tout bonnement excellent. Boutargui, il était soit à la remise, soit à... Et c'est le 4e but, hein, c'est 4-0. Et regardez le geste et l'inspiration, cette fois-ci de William Djogou, pour donner un magnifique ballon pour Adama Mbaye. Adama Mbaye qui va la mettre en 2 touches. Et là on voit Adel Gendez et regardez une faute et une grossière erreur. Là il va faire tomber Mohamed Boutargui, ce qui est vraiment dommage parce qu'il était sans danger et ce qui va provoquer le penalty. Mohamed Boutargui qui frappe mais en 2 temps. La deuxième sera la bonne. Ouverture du score pour Mohamed Boutargui et vous allez le voir, il va venir nous saluer là à la caméra. Il est fier, Mohamed Boutargui, qui est en train d'entrer dans le cœur des Sarregueminois, à multiplier les exploits. Là on va voir une inspiration divine de la part de Cécile Stephenson qui donne ce ballon
magnifique. Encore une fois, Mohamed Boutargui, il ouvre son pied droit, petit filet. Le but est magnifique, mais la passe décisive l'est tout autant. Regardez-moi cette intervention musclée d'Enes Saïn pour Adama Mbaye. Il y a dans son dos Adel Guendez. Non, il fait le crochet. Une frappe sèche et lourde. Très mal. Mais quelle frappe d'Adama Mbaye. Incroyable. Et là, la suite, regardez. Adel Guendez. Il va centrer. Regardez-moi le caviar. Elle a collé comme une pièce de contrôle frappe. Et là, l'attaquant racé. Et là, du coup, c'est Enes qui file au but. Comme on va le voir, c'est chirurgical. C'est trop fort. C'est vraiment l'attaquant. Il est omnibulé par le but, sa célébration, il est en train de rentrer dans le cœur des Sarregueminois celui-là, il est en train de rentrer dans le cœur des Sarregueminois. Là on va voir Thierry Asti qui va donner un très bon ballon à Romain Touriello qui va marquer son premier but en R1 avec un vrai geste d'attaquant. Et là on va voir la dernière action avec ce ballon qui est avec on revient un petit peu au score avec 2-1. Et là le super but, superbe transversale d'Adama vers Boutargui qui arrive à trouver Adel. Et là la réussite du capitaine sarregueminois qui après avoir tapé la barre la met au fond. Et là, le but avec le coup franc superbe, Enes Saïn. Et derrière, c'est Mohamed Boutargui qui vient ouvrir le score. Adama qui, une nouvelle fois, prend le dessus. Et Enes, face au gardien, voilà, qui vient ajuster le gardien et la défense d'Oray Pertzwiller. C'est voilà, la consécration d'un match abouti pour les Sarregueminois où la deuxième mi-temps surtout a été dominée avec vraiment beaucoup d'occasions. Stephenson qui gagne ce duel et Adama qui nous met un superbe but, pied gauche, récompensé de son travail. Voilà le Sarregueminois qui est en réussite. La petite célébration au passage, là Mohamed Boutargui. Voilà, là, qui vient conclure ce match. Mohamed Boutargui, encore une fois, passeur, puisque passe décisive pour Enes Saïn. Ça fait 4-0. Un résultat superbe pour les Sarregueminois qui viennent assurer un très gros coup au classement.